Bonsoir à tous, bienvenue au live Studirama TV spécial étudié en Australie. Vous avez été nombreux à nous poser vos questions sur studirama.com et pour y répondre, notre invité est Odile Smadja. Odile, bonsoir. Bonsoir Aziza. Vous êtes directrice d'Australie Mag. Oui. Vous pourriez nous présenter Australie Mag en quelques mots? Avec plaisir. Australie Mag est le centre d'orientation et d'inscription pour les universités australiennes et les centres de langue australiens en France. Donc nous nous occupons principalement de l'orientation des étudiants français qui veulent partir étudier en Australie et ensuite de toutes les formalités d'inscription, d'évaluation de leur dossier universitaire ou pour les instituts professionnels, de leur niveau d'anglais et toutes les formalités qui sont liées ensuite à l'enregistrement dans les universités choisies, les visas, la partie réservation de logement, l'arrivée en Australie. Et ensuite, si l'étudiant le souhaite, il y en a beaucoup qui le font, le suivi sur place. D'accord, donc c'est assez complet quand même. C'est absolument complet. Je voudrais dire quand même que l'Australie, c'est le seul pays dans le monde qui propose dans chaque pays des centres comme le nôtre qui sont là pour justement orienter les étudiants et s'occuper de leur éviter toute cette cuisine de formalités administratives. C'est bon à savoir. Oui. Alors moi j'ai une première question avant de commencer à nous intéresser à celle de nos internautes concernant donc l'Australie. Alors pourquoi partir étudier en Australie? Vaste question. Exactement. Alors, l'Australie, bon, longtemps ça a été les kangourous, les koalas, le désert rouge, etc. Il a fallu attendre quand même les Jeux Olympiques de Sydney 2000 pour découvrir que c'était un pays magnifique, mais surtout ultra moderne. Qu'il n'y avait pas que des kangourous, que des koalas, même s'ils y sont. Il y a des universités absolument splendides. Alors, on part d'abord en Australie pour la qualité de l'éducation. L'Australie est 4e dans le monde pour la qualité de l'éducation, donc c'est un pays où c'est vraiment très très agréable à étudier. Il y a des infrastructures de premier ordre. Vous avez aussi une très grande qualité pédagogique, très interactive, très stimulante pour les étudiants. Donc c'est souvent des étudiants par exemple qui pourraient soit être en recherche d'eux-mêmes en France et puis qui trouvent leur voie en Australie, qui s'épanouissent grâce à ce système pédagogique. Vous avez également une très bonne reconnaissance des diplômes australiens, qui sont reconnus partout au plan international, donc ça c'est très bien parce que ça veut dire qu'on va étudier là-bas pour quelque chose qui vaut la peine. Vous avez également en Australie beaucoup de points d'entrée, mais on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut y aller, voilà. On peut y aller avec ou sans le bac, à bac plus 1, 2, 3, 4, etc. Il y a une bonne reconnaissance des diplômes français, donc ça c'est très bien. Donc sur la partie éducative, c'est aussi un pays anglo-saxon, donc c'est toujours très bien dans un CV de pouvoir indiquer qu'on a étudié dans un pays anglo-saxon pendant 1 an ou 2 ans. Et puis aussi, il y a la qualité de la vie. Donc en plus des universités, il y a tout ça et le grand plaisir de vivre là-bas. C'est un pays très accueillant, très multiculturel, donc c'est une expérience, je dirais une expérience humaine très riche quand on va là-bas. Le coût de la vie par rapport je dirais à la qualité que ça offre, c'est dans les premiers pays du monde pour la qualité. Il est tout à fait modique, je pense qu'on va en parler aussi tout à l'heure. D'ailleurs là j'ai une première question, là si vous voulez bien on va enchaîner là-dessus. Antonin, qui nous demande, parce qu'on va d'abord parler donc des études, quelles sont les formalités pour étudier en Australie? Je pense que c'est d'abord la première question que se pose un étudiant avant de vouloir donc partir en Australie. D'accord. Ces formalités, il y en a pas mal, je dirais. La première, c'est à la fois une formalité, c'est plus une modalité de départ. La première des choses, l'orientation. Première des choses. C'est-à-dire l'étudiant... pour pouvoir partir dans de bonnes conditions là-bas, avant toute chose, il faut se représenter qu'on va partir dans un autre environnement. Donc, revoir où on en est par rapport à ce qu'on a déjà fait en France et essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on voudrait faire après. Souvent, on a des étudiants qui viennent nous voir et puis ils rêvent de l'Australie. Mais ils rêvent de l'Australie et ils pensent que c'est le même système que la France. Et ça, c'est un cliché. En fait, vous avez une palette de possibilités en Australie qui est absolument extraordinaire et très étendue. Donc c'est bien que les étudiants prennent le temps de voir ce qu'ils aimeraient vraiment faire dans la vie. En plus de l'aspect utilitaire du diplôme, les débouchés professionnels, bien sûr, on en tient compte, hein, on en parlera tout à l'heure. Mais en plus de ça, c'est très très important de savoir ce qu'on aimerait faire dans la vie. Souvent, le système français ne le permet pas, ou pas totalement. Et l'Australie le permet, donc profitons de cette chance. Alors justement, au niveau des formalités, est-ce que c'est un peu plus simple qu'en France?
Je dirais que oui, le fait qu'un centre comme le nôtre existe, ça rend les choses vraiment très très simples pour l'étudiant. D'accord. Et quelles pièces en particulier il faudrait fournir alors? Ce qu'il faut quand on veut rentrer en université ou dans un institut professionnel, il faut quelque chose qui prouve le niveau d'anglais, donc soit un test de TOEFL ou un test d'IELTS. Donc ça c'est important. Ensuite, il faut son dossier académique, c'est-à-dire ses relevés de notes, les copies certifiées de ses diplômes. Nous-mêmes, dans le centre, on s'occupe des certifications, des traductions certifiées conformes. Donc, ce sont les principales formalités. Et ensuite, une fois que ces formalités d'admission sont mises en place, après, il y a toutes les formalités de visa. Et ça, c'est un département de notre centre qui s'en occupe également pour l'étudiant. Alors, le visa, c'est difficile de se le procurer? Combien de temps environ pour l'avoir d'ailleurs, pour l'obtenir? Le visa étudiant est relativement simple à obtenir. Le visa, il faut compter à peu près 48 heures. Une fois que tous les documents sont réunis, ça va très très vite. Ça va, oui, effectivement. Encore une fois, l'Australie est précurseur. C'est le seul pays au monde où vous pouvez faire tout ce qui concerne les modalités de visa en ligne, sans avoir à se déplacer. L'étudiant n'a pas à bouger. D'accord, je crois que ça plaira aux étudiants. Oui, ça leur plaît beaucoup. Très bien. Alors j'ai une autre question de Maxime du 53 qui demande comment choisir entre les différentes universités australiennes. Alors c'est vrai qu'elles sont nombreuses, alors comment faire son choix? Il y a 38 universités en Australie, la plupart sont publiques, il n'y en a que 2 privées. Pour faire son choix, alors c'est la partie la plus difficile. Choix de l'université, choix du programme. Il y a les grands classements internationaux, comme le classement de Shanghai, comme le classement du Times Éducation Supplément. Il y a d'autres classements également. Ce sont les 2 principaux. Ça permet déjà d'avoir une petite idée du niveau de l'université. Ensuite, la deuxième étape pour l'étudiant, mais sans le guide, on ne le laisse pas tout seul en train de se demander qu'est-ce qu'il va faire. Donc, il y a ces classements-là. Ensuite, il y a les regroupements d'universités. Vous avez par exemple, l'Australie est un État fédéral, avec 6 États, 2 territoires. Et dans chaque État, vous avez une université qui est la grande université de l'État. Par exemple, dans l'État du Queensland, vous avez l'université du Queensland, qui est la plus grande de l'État. Après, à Melbourne, vous avez l'université de Melbourne. À Sydney, voilà. Donc, dans chaque État, en fonction des États. Elles sont considérées comme les 8 grandes universités du pays. C'est un peu l'équivalent des Ivy League américaines. Voilà. D'accord. Toute proportion gardée, c'est à peu près ça. Après, vous avez un autre groupement qui concerne les universités technologiques d'Australie, qui sont aussi excellentes, mais qui n'ont pas le niveau de recherche des 8 premières que j'ai citées. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elles sont, dans les grands classements internationaux, elles arrivent un peu en dessous que les 8 premières, parce que leur budget recherche est inférieur. D'accord. Voilà. Après, toute proportion gardée, ensuite, une fois que l'étudiant a déjà un ordre d'idées des grands classements, etc., après, ce qui est important de regarder, c'est quel programme il veut faire. Dans quel état il veut aller. On n'y pense pas forcément. Voilà. Et ça, c'est très, très important parce qu'elles ont toutes des programmes, en fait, avec beaucoup de nuances dedans, beaucoup d'électifs possibles. Et ça, ça fait partie de la richesse du système australien. Ça permet à l'étudiant de se composer son programme. Alors peut-être, au niveau d'un bachelor, l'étudiant va se dire, l'université de Melbourne est très très bien classée dans l'état du Victoria, et bon, c'est la première université d'Australie, clairement. Mais finalement, pour le diplôme que je veux faire un diplôme en entrepreneurship, création d'entreprise, etc., je vais aller à l'université de Swinburne, par exemple, qui est une université technologique, donc classée en dessous, mais qui a un bachelor en entrepreneurship et qui abrite l'Australian School of Entrepreneurship. Vous voyez ? Donc après, il faut que l'étudiant, c'est là où on intervient et où on essaie de l'aider, c'est d'aller très en détail dans son programme pour voir vraiment ce qui va lui plaire et ce qui va lui faire avancer dans sa carrière. Oui, c'est de bons conseils, effectivement, pour faire son choix. Oui. D'accord. Alors moi, je voulais juste rajouter que pour rencontrer des universités, vous pouvez vous rendre au Salon Studirama des formations et carrières internationales le 13 octobre à la Cité internationale universitaire de Paris. Donc vous y rencontrerez de nombreuses universités, entre autres Australie Mag qui sera présent également. Alors je vais regarder si nous avons d'autres questions. Il y en a pas mal. Alors là, nous avons plutôt des questions sur les équivalences de diplômes. Alors Lilou demande, donc, est-ce que les diplômes validés en Australie sont reconnus en France ? Tout dépend des diplômes. Les diplômes universitaires de type bachelor australien
Oui, c'est reconnu en France. C'est reconnu comme un bachelor, une licence. D'accord. Il faut savoir que entre la France et l'Australie, il y a un accord de reconnaissance mutuelle de niveau et de diplôme entre les universités. Alors l'accord a été créé en 2000, il a été établi entre les deux pays, renouvelé en 2009. C'est un accord cadre général qui dit, OK, vous avez une licence en France, c'est l'équivalent d'un bachelor en Australie, un bachelor en Australie, équivalent d'une licence en France, donc il y a une équivalence là-dessus. Par contre, il faut faire attention, il faut regarder dans quel domaine et quelle université le délivre. C'est sûr que si on parle des 8 grandes universités australiennes et les universités technologiques, il n'y a pas de souci. C'est bien reconnu, pas de problème. Après, il faut faire attention si on va dans des instituts qui n'ont pas le statut d'université, un peu comme des collèges américains, des choses comme ça. Là, c'est différent. Là, il faut voir au cas par cas. Alors, justement, la différence entre l'université et le collège, alors, ce serait quoi? Alors, en Australie, on appelle effectivement, on peut faire l'amalgame. Tout à fait. D'autant plus que maintenant, il y a certains collèges qui délivrent aussi des bachelors. Donc, il faut faire attention. En fait, une université, ça délivre ce qu'on appelle des degrees. Oui. Voilà. Un collège, ça va plutôt un collège ou ce qu'on appelle un TAFE, un institut professionnel, ça va délivrer ce qu'on appelle des diplomas, des certificats, des choses comme ça. Et même quand ça délivre des bachelors, mais que ça n'a pas que ce n'est pas listé dans les universités australiennes, à ce moment-là, il faut vérifier. Les étudiants peuvent nous demander, à notre centre, nous poser la question par téléphone ou par email, c'est préférable, pour nous dire, voilà, j'envisage, ça me plaît, est-ce que vous pensez que ça peut être reconnu en France en revenant? D'accord. Donc parfois ça peut être un peu... je comprends que les étudiants puissent se poser des questions là-dessus. Oui. Alors, une autre question d'Alice. Alors là, on est carrément dans le financement des études. Alors ça, je pense que ça intéresse tous les étudiants. Oui. Alors, est-ce que les études en Australie sont chères? Demande Alice. Par rapport à la France, oui. Très clairement, d'accord. Oui. C'est système anglo-saxon, études payantes. Je crois qu'en fait, les étudiants pensent que c'est le contraire. J'ai déjà entendu des étudiants me dire l'Australie, c'est moins cher, etc. Donc, je vais partir en Australie. J'ai déjà des étudiants qui m'ont dit ça. Donc, c'est peut-être une idée fausse. Oui, parce qu'en fait, en Australie, ce qui n'est pas cher, c'est la vie elle-même. D'accord. Pour vivre en Australie, voilà. C'est peut-être ça qu'ils ont confondu. Oui, pour vivre en Australie, en fait, on peut vivre avec l'équivalent de 1 000 € par mois en comptant logement, repas, vie pratique, les sorties, les sports, les kangourous, tout ce que vous voulez. Oui. Donc voilà, et on s'amuse très bien et on vit très très bien. Avec 1 000 € par mois, on peut vivre très bien, je sais pas, par exemple à 4 dans une maison au bord de la mer. On a chacun sa chambre et sa salle de bain, et puis on partage la cuisine, le dressing, etc. Donc c'est sûr qu'au niveau qualité de vie, pour vivre là-bas, on peut vivre très bien avec un coût modique. En plus de ça, on peut travailler en Australie pendant ses études. Le salaire moyen actuel d'un étudiant, c'est 25 $ de l'heure, 25 $ australiens. Donc c'est très très bien. Ils peuvent travailler 40 heures par quinzaine. Ça leur permet vraiment de compenser la vie sur place. Donc ça, c'est OK. Par contre, les études, non. Les études, c'est vraiment un investissement. Ouais. Là, il faut vraiment... J'ai relevé, avant de venir à cette présentation, j'ai relevé les tarifs. Là, 2013, pour différents types de programmes, donc je vais vous les donner. Un institut professionnel, par exemple, c'est-à-dire l'équivalent d'un bac pro, BEP, etc. Ça peut aller parfois jusqu'au BTS, au niveau du niveau. Vous êtes à peu près à 5 000 € le semestre. Oui, ça me semble raisonnable. Voilà. C'est raisonnable, mais enfin, bon, c'est un financement à faire. Quand même. Voilà. Par contre, on apprend un métier. On peut apprendre toute la gamme des métiers là-dedans, et on peut y rentrer même si on n'a pas le bac. Vous voyez ? Et après, ça permet aussi de repasser en université si besoin est. Donc, c'est vraiment hyper flexible. Donc ça, c'est ce prix-là qu'il faut compter. Si vous rentrez en université, ça commence, là, je vous donne les tout derniers tarifs, 17 000 $ par an. Donc à peu près 13 000 €, puisque le dollar australien est à 80 centimes d'euros. 13 000 € l'année. D'accord. Alors bien sûr, si vous comparez aux grandes universités américaines, ou même des universités au prix que ça revient d'aller étudier en Angleterre, l'Australie, par contre, n'est pas chère. Si vous voulez, le budget global d'un étudiant qui va étudier en Australie, même dans une très grande université australienne, ça va lui revenir le tiers du prix que ce que ça lui coûterait s'il faisait la même chose aux États-Unis dans une grande université.
Donc, c'est très compétitif. Donc, c'est dans ce sens-là ou c'est moins cher au final? Oui, dans ce sens-là, c'est moins cher. Mais par contre, par rapport à la France, où on est un des rares pays dans le monde à être encore pratiquement gratuit pour les études, tout à fait. Donc je comprends qu'un étudiant, ça le surprenne. Exact. Voilà. Par contre, il y a, je ne sais pas, peut-être c'est des questions que les étudiants ont posées. Il y a une question justement de Martin, peut-être que c'est de ça que vous vouliez me parler, sur le système de bourse. Est-ce qu'il y a un système de bourse? Donc, comment financer Comment financer? Il y a beaucoup de façons de financer. C'est une raison pour laquelle il faut s'y prendre très en avance. Alors là, je le dis à tous les étudiants, vous voulez partir en Australie, essayez de prévoir votre projet 1 an en avance. Pourquoi? Parce que les bourses, justement, les bourses qui sont disponibles aussi bien en France qu'en Australie ou en Europe, il faut retirer les dossiers. Par exemple, je pense à la bourse du Rotary, c'est 1 an à l'avance. Oui. Voilà. Les étudiants n'y pensent pas. Tous les ans, il y a des bourses du Rotary pour l'Australie qui restent, que personne n'utilise. Ils s'y prennent en juin à la fin des examens. Voilà, tout à fait. Donc, il faut s'y prendre quand précisément? Par exemple, là, la rentrée universitaire, c'est quand d'ailleurs en Australie? Il y a 2 rentrées en Australie, une en juillet, une en février. D'accord. Alors, admettons, on est en février. Oui. On peut commencer son dossier tout de suite. On peut commencer son dossier tout de suite. Tout à fait. Ça permet même de s'y reprendre à plusieurs fois si jamais on n'arrive pas à décrocher des bourses ou qu'on n'a pas réussi à avoir son financement. On peut reporter de 6 mois ou 1 an. La bourse du Rotary, donc, qui peut couvrir la totalité du coût des études et le coût de la vie. Donc ça, c'est génial. C'est une bourse qui est basée sur le projet. Ensuite, vous avez la bourse Endeavour, qui est une bourse européenne, qui, elle, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance pour celle-là. Elle est basée sur les notes. Mais tous les ans, on a une quinzaine d'étudiants français qui la reçoivent. Donc c'est pas mal. Bourse du Rotary, c'est pareil. Il y en a aussi pas mal. Ensuite, vous avez les bourses Australimag. On en a quelques-unes, à peu près une quinzaine par an aussi pour les étudiants. Là, c'est sur dossier. Ça concerne toutes les universités australiennes. En plus de ça, vous avez des bourses au sein des universités australiennes et qui, elles, sont basées sur, aussi bien au niveau bachelor que master, sur les notes que les étudiants obtiennent. Si vous êtes, par exemple, vraiment vous performez très très bien en Australie, vous êtes dans les 5%, le top 5%, là, vous pouvez avoir des bourses qui sont équivalentes soit à la totalité du semestre, soit à la moitié du prix du programme, soit parfois à la totalité du prix du programme. D'accord. Je pense qu'on a bien élargi la question. Alors, on va passer à un autre thème avec donc la question de Martin du 92. Martin demande, en Australie, y a-t-il une sécurité sociale étudiante? Oui, Martin. Ah, Martin sera il y en a content. une. Elle coûte à peu près 300 € pour l'année. D'accord. C'est même obligatoire de l'avoir. Ah. Voilà, on ne peut pas partir avec un visa étudiant si on n'a pas souscrit. France. Voilà, donc c'est obligé, autrement on n'a pas son visa. C'est simple, clair et net. Et ça se paye directement à l'université au moment où on fait l'inscription. Ça s'appelle OSHC, c'est Overseas Student Health Cover. Voilà. Et ça couvre, donc on peut prendre celle qui est obligatoire et qui couvre 85% des frais médicaux. Et ensuite, ce qu'on recommande toujours aux étudiants, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, même si l'Australie c'est un pays sûr, etc., un accident ça peut arriver, je ne sais pas, vous rentrez dans un kangourou, c'est déjà fait. C'est déjà vous avez un accident de surf, oui, c'est déjà arrivé. Oui, oui, parce qu'ils ne traversent pas forcément au feu rouge, les kangourous. Donc, voilà. Et donc vous avez une complémentaire qui se prend sur place par contre. Sur les campus, vous avez toujours des agences assurances. Et là, vous prenez la complémentaire. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de votre assurance française pendant que vous êtes en Australie. Vous pouvez très bien vivre et être couvert à 100% avec l'assurance australienne. Justement, Martin du 92 demandait aussi comment peut-on se soigner quand on est étudiant. Donc une fois que vous avez cette assurance, vous avez une petite carte avec vous qu'il faut toujours garder. Et si vous arrive la moindre des choses, vous l'utilisez, vous n'avez pas d'argent à avancer, tout est pris en charge. D'accord. Alors, on a des questions aussi sur notre chat. Les étudiants sont nombreux à se manifester. Très bien. Et là, j'ai une question. Alors, on va revenir un peu plus en arrière. Comment faire pour partir sans avoir trouvé une fac? Demande donc Steph. Alors, Steph, je lui dirais, pour partir sans avoir trouvé une fac, il vaut mieux pas. D'accord. Il vaut mieux pas, parce que l'Australie, c'est un très grand pays. C'est grand comme 14 fois la France. Une fois qu'on est là-bas, pour avoir un point de vue objectif sur la situation, c'est très difficile. On n'arrive pas.
En fait, après, on risque d'être influencé. Oui, il ne faut pas partir comme ça. Il ne faut pas partir comme ça, surtout pas. Il y a des étudiants qui le font, et je dirais que là, c'est pas bon du tout. Parce que ce qui se passe, l'Australie, ça peut être, c'est comme le working holiday dont on parlera peut-être tout à l'heure. Oui, exact. C'est la meilleure et la pire des choses. Ça peut vraiment être fabuleux pour les étudiants, leur ouvrir des horizons qu'ils n'ont jamais vus, leur permettre de gagner de l'argent, leur permettre de débuter leur carrière, de vraiment se découvrir et s'épanouir. Ça, pour moi, c'est la vraie Australie. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est vraiment pour tout ce que ça permet aux étudiants. Mais ça, c'est possible à obtenir si on s'y prend à l'avance, si on prépare tout. D'accord ? Si les étudiants sont très pressés, on fait aussi des choses en urgence. Mais il ne faut surtout pas, là je les mets en garde, de partir comme ça, sans savoir ce qu'on va y faire. Parce que ça, par contre, là, ça peut être catastrophique. Ouais, je le dis. On a des appels d'étudiants qui sont, je pèse mes mots, désespérés sur place là-bas et qui ne savent absolument pas quoi faire. Et en plus, ça coûte très cher si on fait ça. Donc non, là je pense que s'ils partent comme ça, ils foncent tête baissée, c'est parce que justement ils ont des a priori sur l'Australie. Ils se disent c'est facile, voilà, je pense. Donc, or c'est pas un pays facile. Voilà. Il faut aussi faire très attention aux sources d'information qu'on prend. Donc je pense que c'est bien, comme vous le disiez, aux étudiants de venir au salon. C'est-à-dire des formations carrière internationale. Oui, qui a lieu le 13 octobre. On sera là, on peut les renseigner. Ils peuvent aussi nous joindre par mail ou par téléphone, il n'y a pas de souci. On leur répond. L'Australie, ça donne une apparence de facilité. Il y a certains forums, entre guillemets, d'étudiants ou de voyageurs, etc., qui renforcent cette apparence de facilité. Mais ce n'est pas facile du tout. Quand on n'est pas préparé, et surtout quand on a un niveau d'anglais qui est moyen, il ne faut surtout pas se fier à ça. Il faut vraiment, je dirais, se blinder, avoir tout préparé avant de partir là-bas. Justement, on parlait donc, du niveau d'anglais. J'ai David sur le chat qui demande « Mon niveau d'anglais n'est pas terrible, est-ce que ça peut poser problème ?» Ça dépend. Ça dépend, David. Alors, de quoi? Ça dépend de quoi? Ça dépend de lui. C'est-à-dire que si son niveau d'anglais n'est pas terrible, ce qu'il faut faire, il y a plusieurs solutions. Il peut se mettre à un niveau en France avant de partir. Il y a des formations australiennes online qui sont très bien, données par les universités. Il y en a une qui s'appelle IELTS Online, d'ailleurs, qui doit coûter 300 € ou même pas, qui est fantastique parce que vous avez directement les profs australiens qui vous font travailler. Vous n'êtes pas, c'est pas un ordinateur. C'est bien ça. Oui, ils corrigent vos fautes et vous en disposez pendant 3 mois, vous l'utilisez tant que vous voulez. Donc ça, c'est excellent. Donc, si son niveau d'anglais n'est pas excellent, il peut se mettre très bien à niveau avec ça. S'il a du mal à se mettre à niveau tout seul, parce qu'online, il faut quand même un minimum, même si la méthode est sympa et stimulante, il faut quand même un minimum de concentration. S'il veut se lancer directement en partant là-bas, à ce moment-là, qu'il vienne nous voir, parce qu'il y a des programmes, on va le tester avant de partir, on regarde exactement quel est son niveau, et on peut le faire partir sur un programme de mise à niveau en anglais, qui lui permet d'avoir un pied-à-terre dans le pays, en toute sécurité, bien se mettre à niveau, l'aider à trouver un petit job en arrivant. Voilà, ça c'est faisable. Donc, qu'il se rassure, même s'il part par exemple en working holiday pour démarrer, il a droit à 17 semaines d'anglais, ça suffit largement dans un bon centre pour le mettre à niveau, peut-être même moins. Parfois, les étudiants en France sont un peu timides. Ils pensent qu'ils n'ont pas un bon niveau, alors qu'en fait, ils ont les bases. Simplement, ils n'ont pas l'habitude de parler. Oui, c'est typiquement français. Voilà. Et ils croient que ça va être très difficile pour eux, etc. En fait, l'expérience montre que les étudiants français, ils sont pas si mauvais que ça. Et en général, en 10 semaines dans un bon centre, à raison de 5 heures d'anglais par jour, ils sont à niveau, ils savent négocier, ils se décontractent. Le fait de travailler, ça, plus en confiance, voilà, tout à fait. Oui. Donc ils se rassurent, on a l'habitude. Est-ce qu'on peut leur conseiller de passer un test, les fameux tests d'anglais? Oui, toujours. Même s'ils pensent que son niveau n'est pas terrible, toujours passer un test, parce que ça nous permet à nous de situer, ça permet aussi au centre de langue après de bien le situer aussi. Et puis c'est toujours motivant de se dire, voilà, je pars, j'ai ce niveau-là, au bout de 2 mois en Australie, dans le centre, voilà, maintenant je suis là. Donc
c'est bien. Et il faut, oui, je vous très bonne idée. Et quels sont justement les tests qu'on peut leur conseiller? Quels sont les tests requis? Requis. TOEFL ou IELTS. Les plus grands, oui, les plus, voilà, oui. Les plus demandés. Vous pourriez nous les présenter en quelques mots pour les ce étudiants qui ne connaissent pas, ce sont des tests en 4 épreuves. Oui. Donc ça dure 2h30, 3h selon le test. Vous avez toujours à peu près la même chose. Vous avez toujours une épreuve de writing, donc rédaction. Vous avez listening, c'est la compréhension. Vous avez reading, vous avez un texte à lire, on vous pose des questions dessus. Et puis speaking. Voilà. Alors, pour les étudiants français, je dirais que l'IELTS, qui est donné par le British Council, qui est un test de Cambridge, c'est peut-être plus, je dirais, physiologique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moins informatisé que le TOEFL. D'accord. Voilà. Donc, je ne veux pas me faire des ennemis avec ceux qui font passer le TOEFL, parce que les 2 tests sont acceptés, il n'y a pas de souci du tout. Mais parfois, on va dire que vous préférez que ce ne soit pas informatisé? Oui, les étudiants préfèrent. Ah, les étudiants parce que, préfèrent. oui, notamment l'épreuve de speaking, bon, à l'IELTS, vous êtes en face de quelqu'un, vous lui parlez. Au TOEFL, vous êtes face à un ordinateur. C'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Je comprends. Oui. Je l'ai passé d'ailleurs. Oui. Je confirme. Oui, donc pour les étudiants, je dirais essayez de tester les 2, parce que sur Internet, ils peuvent le tester gratuitement. Et ensuite, choisissez celui où vous êtes le plus à l'aise. Voilà. C'est le conseil que je donnerais. Très bon conseil. Alors, nous avons une question de Ludmila. Ludmila demande, j'aimerais étudier là-bas, donc en Australie, tout en ayant un job. On en parlait un peu tout à l'heure. C'est facile d'en trouver un? Là aussi, ça dépend de Ludmila. De l'étudiant. Oui, de l'étudiant. Il faut savoir une chose. Et avant de partir, ça c'est très très important. L'Australie, c'est un grand pays pour étudier, mais c'est aussi un grand pays pour travailler. Il faut que les étudiants comprennent qu'ils vont partir à 24 000 km. L'Australie est en pleine zone asiatique. Elle est en plein boom économique. On a à peu près 6% de croissance. C'est énorme. Alors qu'ici, on est plutôt en stagnation. Actuellement, on est en pleine dans la crise. Si on compare aujourd'hui, voilà. C'est clair. C'est un pays riche. C'est un pays où il y a beaucoup de jobs en demande, ce qu'on appelle les skill visa. Voilà. Énormément, dans tous les secteurs d'activité. On pourra, si on a un petit peu de temps, on pourra développer ça. Vous pouvez en citer quelques-uns, par exemple? Tous les métiers d'ingénieur sont tous en demande. Le salaire de démarrage d'un ingénieur en Australie, c'est 100 000 € l'année, ça faut le savoir. Donc c'est énorme, hein, parce qu'ils sont en demande d'ingénieurs. Donc, mais là, je parle après les études. Mais pendant les études, parce que pendant les études, c'est des jobs plutôt pour les étudiants. Voilà. Pour les étudiants, même pendant leurs études, ils ont le droit de travailler 20 heures par semaine, même 40 heures par quinzaine. Ça veut dire qu'on peut vraiment avoir un petit job à côté de ses études. Donc Ludmila, elle peut le faire. Simplement, il faut être très organisé. Si elle est, je ne sais pas quel niveau d'études elle est, si elle est au niveau bachelor, licence, donc là, elle va avoir 20 à 25 heures de cours par semaine, et à côté, elle peut avoir son job. Si elle est en master, elle va avoir encore moins de cours par semaine. Elle va avoir entre 12 et 15 heures de cours par semaine. Elle peut tout à fait avoir un job à côté, d'autant qu'en Australie, l'étudiant a beaucoup plus d'autonomie pour, par exemple, il peut caser ses cours en tout début de semaine, et le restant de la semaine, l'utiliser soit pour avoir un job à côté, soit pour préparer ses cours, etc. Donc, c'est un système qui donne à l'étudiant une grande autonomie. Donc, je reviens à la croissance. Comme il y a beaucoup de croissance, les étudiants trouvent, je dirais, relativement facilement des jobs là-bas, beaucoup plus facilement qu'en France en tout cas. Et c'est bien rémunéré. Comme je vous disais, la moyenne actuellement, c'est 25 $ de l'heure, même pour un petit job. Et à temps partiel C'est ça, c'est à temps partiel. C'est à temps partiel, ça. Oui, c'est bien. On a des étudiants, par exemple, qui étudient la comptabilité en Australie, et ils tiennent. En Australie, il y a beaucoup de grandes entreprises, des multinationales, mais il y a aussi des toutes petites, qui sont ravis de pouvoir trouver un étudiant qui leur tienne leur livre de compte. Voyez. Donc ça, c'est très bien. Des étudiants qui sont en études de droit et qui font des jobs qu'on appelle paralegal, c'est-à-dire ils sont secrétaires dans des cabinets d'avocats. Donc en même temps, ça Alors, développe. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, ils peuvent trouver un job en relation avec leur formation. Bonne question. Non seulement ils peuvent le trouver, mais c'est conseillé. Parce qu'en Australie, quand vous arrivez, si vous voulez trouver un job de serveur, il y a beaucoup de personnel ménager, ou des tas de jobs utilitaires comme ça, vous en trouvez, mais dans la semaine. Ça, c'est très facile. Il y a des annonces partout. Oui, c'est ça, voilà. C'est très facile. Mais c'est un peu le piège, encore une fois.
Ce que je conseille aux étudiants, avant d'accepter des jobs où ils vont évidemment bien gagner leur vie dans les hôtels, les restaurants, etc., ce que je leur conseille, c'est de passer d'abord dans leur université au service carrière. Au service carrière, qui est en général hyper performant, on va les coacher, on va leur apprendre à faire un CV, à faire une lettre de motivation, à lire les petites annonces, à négocier avec un employeur. On va leur donner la liste des entreprises avec des jobs à pourvoir. Ça, c'est hyper bien organisé en Australie. Et comme ça, l'étudiant, même si ça prend un peu plus de temps, il va pouvoir trouver un job en rapport avec ses études. Et c'est beaucoup mieux. Ah bah oui, c'est sûr. C'est beaucoup mieux parce que ça va lui donner le vocabulaire professionnel. Et ensuite, quand il finit son diplôme, eh bien, il aura l'expérience professionnelle. Exact. Et ça va compter énormément. Je dirais qu'actuellement, les étudiants qui finissent leur diplôme en Australie trouvent un job dans les 3 mois maxi, à la sortie du diplôme. Donc c'est excellent comme taux. Mais quand vous avez en plus l'expérience professionnelle, que vous êtes donné la peine de faire cette démarche pendant l'année, alors là, ça va encore plus vite, quoi. C'est carrément tout de suite, quoi. D'accord, c'est de très bons conseils. Alors, j'ai une question toujours sur le chat. Vous êtes très très nombreux là, mais je vais devoir choisir. Et là, on est dans le contexte toujours des jobs. Oui. Alors, j'ai envie d'expatriation. Oui. Qui demande, faut-il un permis de travail pour faire un boulot étudiant en Australie? Je ne sais pas si on en a parlé. Est-ce qu'il faut un permis de travail? Alors, en fait, le visa étudiant vous donne le droit automatiquement. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est ça la question. Je pense que c'est le fait, certainement, d'être étudiant étranger. Est-ce qu'il y a c'est peut-être un rapport avec le visa également? En fait, non. Tout le monde est considéré pareil. À partir du moment où vous êtes étudiant international là-bas, vous avez un visa étudiant. Et donc, ce visa étudiant vous ouvre le droit de travailler. Très bien. C'est de manière automatique. Et c'est depuis le moment où vous avez commencé vos cours jusqu'à 1 mois après la fin de vos cours. D'accord. Et actuellement, il y a une réglementation visa qui change en Australie, justement parce qu'ils ont besoin de diplômés, ils ont énormément besoin de nouveaux diplômés. Avant, il y avait un gros problème, c'est que quand on suivait un programme en Australie, après il fallait rentrer, puisque le visa étudiant finissait. Oui. Et depuis cette année, l'Australie met en place un nouveau visa, qui est un visa de travail, qui fait que quand on a étudié un programme sur une durée de 18 mois en Australie, ça donne le droit de rester dans le pays après son diplôme pour une durée de 2 ans renouvelable, avec un permis de travail à temps plein. Donc ça permet, c'est ça qui est fabuleux aujourd'hui, ça permet aux étudiants de commencer leur carrière professionnelle directement après le diplôme, donc de se rembourser, d'acquérir de l'expérience et de rester en Australie, puisque la plupart, c'est leur vœu le plus cher. C'est clair. Oui, plutôt que de retourner en France au final. Oui. Alors Fanny demande, y a-t-il des organismes sur place pour aider les étudiants français? En l'occurrence, est-ce qu'il y a des organismes de séjour linguistique, ou alors peut-être que c'est mieux déjà de partir avec un organisme de séjour linguistique en France? Oui, c'est préférable déjà de venir nous voir pour une orientation à la base. Plutôt que d'aller sur place pour aller en chercher un. Oui, parce que là, ça peut être assez catastrophique. D'accord. Il faut savoir que l'éducation, c'est aussi un marché qui attire beaucoup d'officines commerciales. Et vous pouvez avoir le meilleur comme le pire aussi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien s'informer au préalable, bien préparer le séjour, surtout pas partir en se disant oh ben je vais là-bas et puis je verrai sur place, etc. Parce que là, sur place, on voit rien. Et en général, ça donne lieu malheureusement à des escroqueries, quoi. D'accord. Vous en avez aussi bien des organismes francophones là-bas, que des organismes australiens, que des organismes internationaux qui sont là-bas. Et les étudiants internationaux, malheureusement, c'est une cible. C'est la cible. Ça, c'est bon à savoir, effectivement. Oui. C'est comme sur Internet, vous avez énormément de scams, de logement. On a eu une fois au bureau une étudiante qui nous appelait en pleurs d'Australie. Elle avait réservé son logement sur Internet. Et il se trouve qu'elle a payé. Et en arrivant à l'endroit, il n'y avait ni logement, ni quoi que ce soit. Donc, il faut faire très attention, très attention. D'accord, merci de le préciser. Alors, oui. Je ne pense pas qu'ils soient au courant, les étudiants. Oui, il y a énormément de scams, aussi bien. D'ailleurs, les universités australiennes donnent des listes, mais on ne peut pas avoir tout ça à jour tout le temps.
Donc, faut vraiment, c'est le gros problème. Hein. C'est vraiment le gros problème. Comment justement ne pas se faire avoir alors, dans ce cas-là? Alors, Stadirama édite un livre très prochainement sur vivre, étudier en Australie, où il y a déjà toute une liste, et puis se fier aux organismes officiels aussi quand même, qui donnent aussi des listes de scams. Déjà ne jamais payer par Internet quand on ne connaît pas, jamais faire ça. Ensuite, tout préparer depuis la France. Ils peuvent venir nous voir de façon à, je dirais, à voir exactement des choses concrètes, pas se fier à des choses qui n'existent que sur Internet. Quoi. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est difficile quand on est, difficile, on est en France de savoir comment ça se passe sur place. Oui. Voilà, en tous les cas, merci de vos conseils. Alors, j'ai une question. Là, on n'a pas parlé du logement, mais Ludivine nous en parle. Ludivine demande comment trouver un logement en Australie. Les logements sont-ils chers? Par rapport à la qualité de vie, non, je dirais c'est moins cher qu'en France, hein, quand même. D'accord. Alors, logement en Australie, c'est relativement simple. C'est, je dirais, la dernière étape du processus d'inscription ou de départ en Working Holiday. Vous avez énormément de logements, soit des backpackers, ça commence comme ça. Dans chaque grande ville australienne, Sydney, Melbourne, Brisbane, etc., vous avez toujours le backpacker central. C'est un bon point d'arrivée, je dirais. Voilà, quand vous voulez partir, moi ce que je leur conseillerais, s'il y en a qui ont un niveau d'anglais courant et puis qui partent là-bas et qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, vous avez le backpacker central qui est un point d'arrivée, qui est un logement temporaire. Et une fois sur place, vous allez dans les agences immobilières qui sont hyper dynamiques, très bien, et vous visitez les logements. Vous voyez? Donc vous réservez le backpacker pour 3-4 jours, de façon à poser vos baskets quand vous sortez de l'avion, parce que vous êtes un peu groggy après 24 heures de voyage, le temps de récupérer du décalage horaire. Après, vous allez dans les agences immobilières, vous visitez, quand vous en voyez un qui vous plaît, vous réservez. Et vous avez toute la gamme de prix. Le prix moyen d'une coloc, c'est à peu près 200 € par mois. Donc c'est pas... La colocation, c'est une bonne idée. Oui, c'est bien. Beaucoup d'étudiants font ça. D'accord. Il y a des résidences universitaires? Oui, mais ça c'est plus cher. Les résidences universitaires, c'est le système le plus cher en fait. Parce qu'il y a des tas de services qui vont avec. Donc résidence universitaire, il faut compter à peu près 1000-1500 €. Parfois ça va plus. Rien que pour la résidence, avec les repas. Hein. Mais quand même. D'accord. J'avais entendu parler des logements chez l'habitant. Alors, est-ce que ça se fait ou est-ce que c'est risqué? Là est-ce aussi, qu'on peut le conseiller à des étudiants? Alors là, il faut réserver avant. Pour arriver, j'ai tendance à conseiller le backpacker, quand même. Et ensuite, bon, évidemment, après, vous avez des possibilités de loger chez l'habitant, mais au moins visiter avant, quoi. D'accord, oui, il vaut mieux. Hein. C'est peut-être préférable. Donc, il faut prévoir un aller-retour, on va dire. Oui. En général, sauf si l'étudiant part comme ça en working holiday, qui sait exactement ce qu'il va faire, si vous avez des doutes, envoyez-nous un mail. Voilà. D'accord. Notre rôle, c'est finalement, ils peuvent vous demander des conseils. Oui, si jamais bien ils sûr. Ils ont, je ne sais pas, choisi un organisme ou un logement. Ils peuvent vous demander est-ce que c'est sérieux. Bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, si on le sait, on va leur dire. Si on ne sait pas, on le dira aussi. Voilà. D'accord. Alors, je crois que j'ai une question, mais là, pareil, on va revenir un petit peu en arrière. Alors, j'ai Marine qui nous demande quelle est la ville que vous conseillerez aux étudiants en Australie? Est-ce qu'il y a une ville où il fait bon vivre? Je ne sais pas. La plus difficile. Là, c'est vraiment votre point de vue. Hein. Moi-même, j'adore Melbourne. Bon, Melbourne vient d'être nommée la ville, la meilleure ville pour vivre au monde. C'est la dernière étude de l'Économiste. Alors pourquoi j'aime Melbourne? Parce que c'est une ville australienne quand même, mais ça a une structure un peu urbaine européenne. Donc il y a beaucoup de petits quartiers grecs, quartiers italiens, quartiers français. Donc c'est très très agréable de vivre. C'est près de la mer. Beaucoup de villes australiennes sont près de la mer, mais là, disons que la mer est très facile d'accès. Les transports sont excellents, donc vous avez le tram, vous avez le train, vous avez le bus. Moi, je l'appelle la ville 10 minutes. Hein. Vous n'êtes jamais à plus de 10 minutes de quoi que ce soit, et ça, c'est hyper agréable. L'air est très pur, et c'est aussi la capitale culturelle de l'Australie. Donc, vous pouvez sortir, il y a des théâtres, des cinémas. Mais bon,
J'adore Sydney aussi, Perth aussi, Brisbane, Adélaïde aussi, c'est mignon comme tout. L'Australie est un bon pays pour vous. Oui, oui. Là, c'est une question, vraiment le goût personnel, quoi. C'est un ressenti personnel, j'imagine. Oui, effectivement. Disons que si vous voulez arriver dans une ville où vous vous sentirez à l'aise tout de suite, je dirais que Melbourne, c'est génial pour ça, parce qu'on est bien, il y a beaucoup de choses à voir. Et puis aussi, quand on est dans une ville comme ça, trouver un logement, c'est hyper simple. Trouver du travail, c'est très simple aussi, c'est très facile. Il n'y a pas besoin de voiture pour se déplacer. Par contre, si vous arrivez dans une ville comme la Gold Coast, par exemple, qui est très jolie aussi, mais bon là, si vous n'avez pas un moyen de locomotion perso, trouver du travail, c'est pas évident, quoi. Voilà. D'accord. Il y a moins d'opportunités quand même. D'accord. Est-ce que vous auriez des petits conseils à donner aux étudiants, justement, qui veulent partir étudier en Australie ? Qu'est-ce que vous leur conseillerez ? Je dirais, ce que disent les Australiens, c'est « the sky is the limit ». Donc, c'est-à-dire, en fait, je leur dirais, faites-vous confiance, regardez ce que vous aimeriez vraiment faire dans la vie. Qu'est-ce qui vous plairait le plus ? Parce que les programmes australiens, en fait, ont un aspect professionnel. Donc ça les forme très bien à la vie professionnelle, à toutes les compétences professionnelles, ça les rend employables tout de suite, très bien. Mais en même temps, vous avez beaucoup d'électifs, beaucoup de cours optionnels que vous pouvez prendre et qui vous permettent de faire aussi, en plus de l'aspect utilitaire d'un diplôme, etc., quelque chose qui vous tient à cœur, qui correspond à ce que vous aimez vraiment. On a par exemple des étudiants qui aiment le commerce, mais qui aiment aussi le droit, par exemple. Vous pouvez faire des doubles diplômes là-dessus. Oui. Vous avez des étudiants aussi qui ont commencé dans une filière en France, puis finalement ils ont continué parce qu'on leur disait que c'était bien, parce qu'en France, par contre, c'est très difficile de changer d'orientation, et puis qui pensent qu'en Australie, ça va être pareil, qu'ils se sentent obligés. Eh bien non, en fait, s'ils veulent se réorienter, ils peuvent le faire. Vous voyez, ils ont commencé comme, je sais pas, ils ont commencé dans la comptabilité, et puis ils découvrent qu'en fait... ce qu'ils aiment, c'est la musique. Oui. Et ils veulent devenir ingénieurs du son. Je dis n'importe quoi, mais c'est possible. Vous voyez ? Et on trouve du travail en tant qu'ingénieur du son en Australie. Et c'est pas bloqué. Vous voyez ? Vous pouvez avoir un étudiant qui est ingénieur, mais qui en même temps aime la poésie ou la littérature. Il peut joindre les deux en Australie. D'accord. Au niveau des métiers, en Australie, le gros avantage, il y a énormément de métiers en demande. Alors, on ne les a pas cités tout à l'heure. Vous avez tous les métiers de l'ingénieur, tous les métiers scientifiques, les métiers du marketing, de la communication, event management, c'est très en demande. Vous avez les métiers de la publicité qui sont très en demande. Les arts appliqués, ça paraît étrange parce qu'ici c'est bouché. Là-bas, c'est très en demande. Et vous avez aussi des tas de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais qui vont exister dans 3 ans. Qui sont surtout liés à des métiers liés aux nouvelles technologies ou aux nouvelles façons de faire la communication. Ces métiers-là sont listés aussi. Donc je dirais aux étudiants, surtout, soyez ouverts, réfléchissez bien à ce qui peut vous faire plaisir, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous n'êtes pas sur Paris ou région parisienne, on peut par email faire leur orientation et on peut aller assez loin dans l'orientation, de façon à ce qu'ils fassent quelque chose qui leur plaît vraiment. D'accord. En tous les cas, ça donne envie d'aller en Australie, d'aller étudier en Australie. Et on peut partir tout de suite. Auguste Madja, c'est la fin de ce live. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions des internautes. Merci à vous. Nous vous retrouvons d'ailleurs au Salon Studirama des formations et carrières internationales. Tout à fait. Je rappelle que c'est le 13 octobre à la Cité internationale de Paris. Vous y serez donc, et si vous avez d'autres questions à poser à Auguste Madja Australie Mag et à d'autres universités que vous pourrez rencontrer lors de ce salon, je vous conseillerais aussi pour de plus amples informations de lire l'ouvrage « Travailler ou étudier en Australie » aux éditions Studirama. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lives avec au programme « Étudier en Grande-Bretagne lundi 8 octobre »,« Étudier au Canada mardi 9 octobre » et « Tout savoir sur les séjours linguistiques mercredi 10 octobre ». Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.